L'été 1940, France. Après la fuite de Paris, les forces allemandes occupent le nord, alors que le nouveau régime Vichy gouverne le sud inoccupé. La nation devient non seulement un camp de bataille, mais aussi un marché de la haine, de la trahison et de la survie. En plus de la contrôle nazi, l'industrie française s'est transformée en production de véhicules, ammunitions et équipements pour les occupants. Alors que certains résistent et d'autres s'y subissent, quelques des hommes les plus puissants du pays collaborent activement, trahissant leur loyauté pour l'influence et la protection. Parmi eux, se trouve un industrialiste, un national héros, un pionnier des automobiles modernes et le créateur du premier bateau de France. Pendant l'occupation, ces fabriques produisent des dizaines de milliers de véhicules pour l'armée allemande, le rendant un symbole de collaboration et de trahison. Son nom est Louis Renan. Louis Renan, le plus jeune de 6 enfants dans une famille bourgeoise riche, est né le 12 février 1877 à Paris. D'un âge très jeune, il était fasciné par les mécaniques. Pendant que d'autres garçons jouaient à l'extérieur, Louis a passé des heures à faire du boulot avec des moteurs, à expérimenter avec de l'électricité et à dessiner des designs. À l'âge de ce âge, il avait organisé un petit workshop à la maison du pays de la famille à Biencourt, à l'extérieur de Paris, où il modifiait obsessivement les moteurs et étudiait les derniers développements des automobiles. En décembre 1898, Renan a révélé son premier voiture, une petite machine qu'il appelait la voiturette. Elle possédait une boîte à moteur direct révolutionnaire, qu'il a ensuite patinée. Au même mois, il a démontré en conduisant sur la pente de rue Le Pic, à Montmartre, une colline au nord de Paris, en gagnant un débat avec des amis qui doutaient de son invention. Plus importantement, la démonstration lui a apporté 13 ordres sur le spot, marquant le vrai début de sa carrière en tant que fabricant. En février 1899, Louis a officiellement commencé à faire de l'entreprise avec ses frères Marcel et Fernand, en formant Renault Frères. Marcel a connu l'administration, tandis que Fernand a géré les ventes, laissant Louis libre de se concentrer complètement sur l'ingénierie. Le timing était parfait. Les automobiles étaient toujours des nouveautés, mais les courses à travers l'Europe ont donné aux fabricants un moyen de montrer leurs innovations. Les frères Renault se sont mis à la course, avec Marcel souvent derrière la roue. Les victoires ont apporté de l'advertisement, et les ordres ont rapidement suivi. Avant longtemps, les voitures Renault étaient exportées aux États-Unis, à New York et même au Buenos Aires, prouve que l'entreprise avait devenu internationale. La tragédie a commencé en 1903, quand Marcel a été tué dans la course à Paris-Madrid. Fernand, déjà en mauvaise santé, a été retiré bientôt après et est mort en 1909. Louis, toujours seul dans ses années 30, est devenu le seul chef de l'entreprise. Depuis, les voitures Renault n'ont pas seulement son nom, mais aussi son volonté d'ironie. Il admirait Henry Ford, qui avait pionnier les méthodes de production modernes en Amérique, et Renault a introduit des systèmes similaires en France. Comme Ford, il était autoritaire, demandant et intolérant de la décision. La Première Guerre mondiale, qui a duré de le 28 juillet 1914 à le 11 novembre 1918, a vu les fabriques de Renault changer presque tout au long de la nuit pour la production militaire. Ils ont déverrouillé les barrages, les voitures, les moteurs d'avion et finalement, le tank Renault FT révolutionnaire. Cette machine mobile lumineuse est devenue l'une des armes les plus importantes du conflit et a cimenté la réputation de Renault comme un patriote de la ligne de production. Pour sa contribution à la victoire, il a été décoré comme grand officier de la Légion d'honneur. Au cours des années 1920, Renault n'était pas seulement incroyablement riche et puissant, mais aussi peurant. Les travailleurs de son vaste fabrique l'ont nommé « l'ogre de Biencourt », une réflexion de son réputation comme un employé domineur et impuissant. Il demandait la loyauté, ne tolérait pas les unions et gardait un système strict de surveillance sur son emploi. Les barrages ont été détruits, les travailleurs ont été recherchés dès qu'ils ont quitté la fabrique, et tous ceux qui étaient en train de distribuer la propagande de l'Union ont été tirés. Au même temps, Renault a marié Christian Boulay, 20 ans plus tôt. 2 ans plus tard, ils avaient leur seul fils, Jean-Louis. Malgré sa richesse et son influence, la vie privée de Renault a souvent été turbulente, touchée par son personnalité autoritaire et par la suspicion des autres. Renault a gardé ses maisons sur l'avenue Foch, une des rues les plus prestigieuses de Paris, et l'une des adresses les plus coûteuses du monde, ainsi que le château d'Hercéville, un vaste état de pays. Le château affrontait plus de 3 km de sable, avec une surface de 4000 hectares. Les employés de Renault entraient les habitants à travers un tunnel privé. Il compétait aussi fort avec son rival, André Citroën, dont on l'appelait insultantement le « petit juge ». Même s'ils détestaient Citroën personnellement, ils dépassaient leur rivalité. Lorsque la compagnie de Citroën a collapsé en 1934, après avoir expandi trop rapidement, Renault a admis avec un sourire qu'il avait presque regretté la victoire, car la compétition avec Citroën l'avait poussé à améliorer ses propriétés. Le 30 janvier 1933,
Adolf Hitler a été appris à la chancelière de l'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. Dans les années qui suivent, le régime nazi a réarmé le pays et a projeté une image d'une modernisation inestoppable. Louis Renault, l'un des plus riches et les plus puissants industriels de la France, a pris un intérêt fier dans cette transformation. En février 1935, il a voyagé à Berlin et a rencontré Hitler en personne. Convaincu que la paix en Europe pouvait être préservée grâce à l'économie, Renault a évoqué les liens franco-allemands. Son admiration pour l'efficacité industrielle allemande l'a laissé blindé par la vraie nature des ambitions nazies. En attendant que Renault admirait l'efficacité autoritaire à l'étranger, l'inquiétude s'étendait à la maison. En 1936, les travailleurs de Renault se sont réunis à la campagne massive qui a suivi l'élection du Front populaire, une coalition de gauche qui a introduit le délai payé, le barrage collectif et la semaine de travail de 40 heures. Pour Louis, ces mouvements ont confirmé son profonde suspicion du communisme et renforcé ses instincts autoritaires. La Deuxième Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne a invadé la Pologne. Les mois précédents, les fabriques de Renault avaient fourni des tanks, des trucks et des moteurs d'avion à l'armée française. En l'hiver 1940, Renault a voyagé aux États-Unis pour négocier la production de tanks pour l'armée française. Quand il est revenu quelques semaines plus tard, l'invasion allemande était déjà en cours. Au cours des mois, Paris a tombé, et son empire était à la merci des conquérants nazis. Pendant les 4 années d'occupation, les fabriques de Renault ont produit plus de 34 000 véhicules pour l'armée française. Il a justifié cela en disant que la continuité de la production avait gardé ses travailleurs employés et les a évités d'être déportés en Allemagne. Il a récemment dit à un ami « C'est mieux de leur donner le beurre, sinon ils prendront les chiens ». Qu'il s'agisse d'un acte de pragmatisme, de collaboration ou de deux, reste l'un des aspects les plus débattus de son héritage. L'empire de Renault devenait un lien essentiel dans la chaîne d'approvisionnement allemand. Les voitures s'éloignaient des lignes et étaient envoyées vers la frontière occidentale, où ils portaient des soldats et des produits profonds dans l'Union soviétique. Aux Allemands, Renault était utile. Aux résistants, il était un symbole de trahison. Les pamphlets souterrains le dénonçaient par nom, en lui appelant un profiteur qui servait les occupants et qui risquait sa vie dans la lutte. Les Allemands ont aussi pris note. Le 3 mai 1942, les bombards britanniques attaquèrent la plante principale de Renault à l'extérieur de Paris, tuant environ 350 civils. Aux résistants, la destruction était justifiée. Ils croyaient que Renault avait mis son entière factory en service de l'ennemi. Aux Parisiens ordinaires, la vue des ruines de fumée et des couches de coffre a risque de poser de nouvelles questions sur le fait que Renault ait croisé la ligne de l'industrialiste relou à l'activiste collaborateur. Certains historiens ont plus tard argué que le sabotage a été tranquillement encouragé à l'intérieur des factoires. Les trucks destinés à la frontière ont parfois brûlé après seulement quelques semaines, et les moteurs ont été arrêtés dans les conditions dures de la frontière occidentale. Le fait que Renault lui-même ait approuvé ces actes de résistance reste incertain. Les soutenants pointent à ces erreurs comme une évidence d'une défiance silencieuse, tandis que les critiques insistent qu'il n'était rien d'autre que des erreurs mécaniques et de la pensée souhaitée. Ce qui était au-delà de la dispute était que Renault devait devenir l'un des plus visibles faces de la collaboration. Un homme décoré pour son rôle dans la Première Guerre mondiale était maintenant revu comme un traître dans la Deuxième. Le 6 juin 1944, sous le nom d'opération Overlord, les troupes américaines, britanniques et canadiennes ont traversé le Channel anglais et ont commencé à atterrir sur la côte du Normandie en France. Lors de la libération de Paris en avril 1944, la réputation de Renault avait déjà été détruite. En septembre, il s'est rendu compte des autorités, insistant qu'il n'avait agi que pour protéger sa compagnie et ses employés. Il a refusé de faire des profits de la guerre et a rejeté le nom de traître. Néanmoins, il a été emprisonné à Fresnes, une ville juste à l'extérieur de Paris, où la prison a été notorieuse pendant l'occupation pour les combattants de la résistance et les prisonniers politiques. La santé de Renault a rapidement détérioré. Louis Renault avait 67 ans quand il est mort le 24 octobre 1944, seulement un mois après son arrêt à une clinique privée en Paris. La cause officielle de sa mort a été enregistrée comme urémia, mais son vôtre et un témoin d'œil ont déclaré qu'il avait été battu, torturé et tué en prison. Une X-ray prise après sa mort a révélé un vertèbre frappé et un nonne qui travaillait à Fresnes a testifié qu'elle avait vu collapser après avoir été battue par un gardien, avec un prisonnier portant un casque. S'il est mort d'une maladie ou de la violence, n'a jamais été conclusivement prouvé. Après sa mort, les prosecutants ont accusé Renault, non pas de trahison militaire, mais d'une collaboration économique. En France, cela signifiait volontairement offrir à l'ennemi un soutien matériel pour son effort de guerre. Et comme les entreprises qui avaient accéléré leur production ou s'étaient engagées dans la résistance passive, les fabriques de Renault ont continué à produire des milliers de véhicules que l'armée allemande a désespérément besoin. Qu'il s'agisse de pragmatisme, de peur ou d'ambition,
Les décisions de Renault durant ces 4 ans ont donné à son accusé des preuves puissantes qu'il avait collaboré plus ouvertement avec les nazis que la plupart de ses collègues. En janvier 1945, le gouvernement français a arrêté les fabriques de Renault, les a nationalisées et a transformé l'entreprise en propriété d'État. Contrairement à d'autres industrialistes accusés de collaboration, les héritiers de Renault n'ont pas reçu de remboursement. Son fils et sa femme n'avaient rien, même si de petits investisseurs ont été remboursés. La famille a lutté pendant des décennies pour l'éviter, mais le succès des gouvernements a refusé de réouvrir le cas. En 1956, Renault était l'entreprise la plus nationale de France, employant 51 000 Français, produisant 200 000 automobiles et un profit de 11 millions de dollars par an. Les historiens restent divisés jusqu'à ce jour. Certains considèrent Renault comme un collaborateur volontaire qui s'est enrichi sous l'occupation nazie. D'autres considèrent qu'il était un scapegoat, destiné pour que l'État français puisse gérer l'une des entreprises les plus valables du pays. L'évidence qu'il a saboté les véhicules pour les Allemands ou qu'il a résisté secrètement reste disputée. Merci d'avoir regardé la chaîne de l'Histoire du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous vous remercions et nous verrons la prochaine fois sur la chaîne.